J'ai trouvé une maison de retraite que j'ai choisie avec mes sœurs, essentiellement parce qu'elle était pourvue d'un très grand parc et que notre mère était une fleur des champs qui passait essentiellement son temps à l'extérieur. Et donc, c'était effectivement assez propice pour elle qu'elle puisse se promener toute la journée parmi les fleurs, les arbres fruitiers. Voilà, donc c'était une maison de retraite privée, assez onéreuse. Et donc, elle est rentrée dans cette EHPAD, nous allons dire, où nous avons subi la visite avec tout le personnel et l'infirmière coordonnatrice, le médecin coordonnateur, y compris donc la directrice. Et donc, on nous a assuré qu'elle pourrait sortir, bien évidemment, utiliser le parc comme elle le désirait. Et donc, voilà, ma mère ne souhaitait absolument pas résider en maison de retraite. Mais pour des raisons de divergence familiale, elle ne pouvait pas retourner où elle habitait, seule, autonome, préalablement. Alors, il faut dire que ma mère était âgée de 95 ans à l'époque des faits, et parfaitement autonome, parfaitement, et en très bonne santé. Donc, elle a été admise dans cette maison, et très rapidement, je crois qu'au bout de 48 heures maximum, j'ai constaté un visage complètement tuméfié, des hématomes et des plaies au niveau des bras, des jambes. C'était absolument ahurissant ce que j'ai constaté. Et donc je m'en suis évidemment tout de suite ouverte à cette directrice qui n'a pas su quoi me dire. Donc le médecin coordonnateur m'a dit qu'elle était forcément tombée. Donc en fait on n'a jamais pu m'expliquer ce qui s'était réellement passé. La seule chose, c'est que ma mère voulait absolument partir et nous supplier de la sortir. C'était assez poignant. C'était un appel au secours. Et donc, dès lors, j'ai haussé le ton en disant que j'avertirais qui de droit si je constatais de nouveau des lésions, des hématomes, des griffures. Et donc, ça a été un casus belli, en fait, avec la direction, immédiatement. Le personnel, bien évidemment, qui obéit à la direction, et également le médecin coordonnateur. Ça a été extrêmement difficile. Les rapports se sont dégradés au fil des jours, je dirais même au fil des heures. J'étais sans arrêt appelée chez moi, ou à mon travail en particulier, me dérangeant sans arrêt. Et au bout de 5 jours, 6 jours où ma mère avait été admise, elle se dégradait bien évidemment, physiquement très rapidement, et on ne l'autorisait pas bien évidemment à sortir dans le parc. Donc on m'a dit que elle essayé de s'enfuir, elle essayé de passer par la fenêtre, enfin je crois qu'on a tout eu. Et je rappelle que ma mère était âgée quand même de 95 ans, c'était un petit gabarit, donc je la voyais mal escalader des fenêtres, mais enfin, ou des grilles, mais voilà. Et un jour, on m'a dit, si vous n'êtes pas contente, vous reprenez votre mère. Mais j'ai dit avec une certaine joie, nous reprendrons notre mère, effectivement. Ce que nous avons vécu, c'est qu'au bout de quelques jours d'EHPAD, j'ai été appelée en disant que notre mère souffrait d'Alzheimer sévère et qu'il fallait la mettre en UHR. Alors les UHR sont des unités d'hébergement renforcées, c'est-à-dire pour illustrer mon propos, puisque je pense que personne ou très peu de gens, je pense, connaissent ces UHR, où on met les personnes âgées qui se rebiffent, qui se rebellent, qui n'acceptent pas de ne pas être respectées, à qui on met des couches dès qu'elles entrent alors qu'elles sont absolument pas incontinentes,
à qui on impose une toilette, ce qui est un outrage pour des patients tout à fait autonomes, de se faire laver par une jeune femme ou un jeune homme également. Donc quand vous avez 95 ans, qu'on vient vous faire votre toilette intime et que vous dites non, moi je suis tout à fait autonome, c'est vécu comme un viol, bien évidemment. Les résidents le supportent très mal, tout ça. Donc se rebellent en disant respectez-moi. Mais moi, j'ai pas envie de rester ici, j'ai envie de retrouver ma famille, j'ai envie de retrouver une vie normale. Pourquoi est-ce que je suis traitée comme ça ? Bien évidemment, nous avons lutté en disant absolument pas, nous refusons catégoriquement l'entrée en UHR. L'UHR est un endroit fermé par des codes et des clés. C'est l'équivalent d'une prison, on peut dire le terme, médicalisée, mais d'une prison. Ça ressemble très honnêtement à vol au-dessus d'un nid de coucou en fait. Vous devez sonner pour rentrer, on vient vous ouvrir, vous devez dire qui vous êtes. Les chambres des résidents sont fermées dans la journée, ils ne peuvent pas entrer dans leur chambre. Les toilettes sont très rapidement dégradées, ils ne peuvent pas aller aux toilettes, donc ils font comme ils peuvent pour se soulager. Vous imaginez ce que ça peut donner. Ils n'ont pas le droit de sortir dehors, il n'y a pas de fenêtre, et ils ont un certain nombre de médicaments qui sont destinés à les soumettre chimiquement. C'est-à-dire que le soir, au dîner, ils ont tous le nez qui tombe dans la soupe, donc ils dépérissent très rapidement. Il y a dans ces unités des gens qui ont des pathologies diverses et variées. Il y a un certain nombre également de pathologies psychiatriques également. Donc ce sont des petites unités, en général les gens à peu près sont à 15-18 personnes. Et donc on les met toute la journée devant la télévision, bien évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas sortir, et de toute façon, en guise de jardin, c'est un long couloir bétonné et grillagé, donc c'est assez restreint comme activité. Donc nous sommes opposés à ça, nous avons saisi des autorités, nous avons saisi l'ARS, rien n'a fait, rien. Nous n'avons eu aucune réponse. Donc ça a été extrêmement difficile, bien évidemment, essentiellement pour les personnes qui sont enfermées, puisqu'on parle d'enfermement dans ces UHR, mais la personne est enfermée, mais la famille est enfermée également. C'est-à-dire que vous subissez le même traitement. Pour sortir de l'UHR, il faut demander le code, qu'on ne vous donne pas évidemment. Donc c'est pathétique, c'est absolument une négation de l'être humain, c'est une négation de la famille, c'est d'une très grande violence dont on ne se remet pas. Et c'est sans issue pour le patient, bien qu'on vous dise que on va traiter, on vous incite à traiter les résidents qui sont enfermés, et on vous dit dans quelque temps ils pourront revenir dans la maison de retraite, enfin avec les autres, une fois qu'ils seront calmés. Je ne sais pas ce que ça signifie être calmé. Personnellement, je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris. Mais en fait, je me suis aperçue que les résidents qui étaient là, ils restaient tout le temps. Donc c'est un désespoir que l'on lit dans leurs yeux. C'est un appel à l'aide qu'ils lancent aux personnes qui viennent en visite. C'est innommable. C'est peu flatteur, on va dire, pour l'espèce humaine. C'est très peu flatteur.
Donc voilà, nous avons essayé de faire énormément de démarches. En guise de démarche, nous avons eu beaucoup de menaces, de suivi par des policiers à chaque fois que nous emmenions notre mère pour des soins dentaires ou d'autres soins, ou simplement pour la promener, pour aller au restaurant, pour avoir la vie qu'elle avait auparavant. Donc là aussi, c'est très étrange quand vous apercevez que vous êtes suivi. Vous pensez que peut-être vous devenez paranoïaque, personne ne comprend, et on se dit c'est pas possible, ce que je vis là n'est pas possible, je pense que je dois me tromper. Donc nous avions décidé, puisqu'il y avait rupture de contrat par la directrice de cette EHPAD, de récupérer notre mère pour la mettre dans un autre établissement. Donc ça a été fastidieux également pour trouver d'autres établissements, j'en ai trouvé 2. Nous avons passé de nouveau la visite d'admission devant une infirmière et un médecin coordonnateur qui nous ont dit fantastique, parfaitement autonome, donc on la prend bien évidemment. C'est d'autant que ma mère était une personne extrêmement souriante, pleine de vie, assez agréable. Donc j'ai dit très bien, quand est-ce qu'on peut venir alors on n'a pas eu de chance, c'était l'été, il y avait des travaux dans une résidence, donc on m'a dit il faut attendre un petit peu, fin août. Le temps est long en UHR, c'est très très long, c'est la peine est double. Et donc dans l'autre maison de retraite, on m'a dit oui. Et ensuite, quand j'ai rappelé pour dire quand est-ce qu'on vient, on m'a dit il n'y a pas de place. Et ça, nous l'avons vécu pour beaucoup d'établissements que nous avons démarchés. On nous disait oui d'emblée. Et ensuite, quand on rappelait, on nous disait non, il n'y a pas de place. Donc là, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. On ne comprend pas. On se heurte à des murs comme ça invisibles. On dit, je ne comprends pas. Mais on m'a dit oui, on a passé la visite et maintenant on me dit non. Donc, tant que vous ne trouvez pas un autre établissement, vous ne pouvez pas sortir la personne, votre aîné. Ou alors les gens nous disent, évidemment, c'est l'éternel discours, pourquoi vous ne l'amenez pas chez vous? Mais évidemment, si on pouvait, évidemment, la question ne se poserait même pas. Alors là, ça a été pire dans notre cas, puisque non seulement nous en étions là, mais en plus, la mésentente familiale a fait que il y a eu une demande de mise sous tutelle, et donc, et même plus, il y a eu une demande de protection en urgence, un 13 juillet, à notre plus grande surprise, puisque le 13 juillet, nous devions venir sortir notre mère. Donc, il y a une mesure du juge de protection en urgence, un 13 juillet, et on nous a interdit donc de la sortir. Et donc, nous avons continué à nous battre. Il y a une demande de tutelle, alors là, nous avons vu défiler un bon nombre de médecins psychiatres qui ont l'examen facile, rapide. Bien, notre mère est restée en UHR. Le combat a continué, donc il y a une tutrice qui a été nommée, et là c'est la descente aux enfers, littéralement. C'est-à-dire que la famille n'a plus de droit, vous devenez une ombre, votre aîné vous supplie de la sortir, de rentrer, et vous ne pouvez pas. Elle est sous tutelle, mais la famille est sous tutelle. Vous n'avez aucun droit. Bien évidemment, vous êtes entendu par un juge des tutelles, bien évidemment. Qui de toute façon, quoi que vous disiez, c'est exactement ce qu'elle va faire, c'est-à-dire, non pas une curatelle, non, c'est très souvent d'emblée la tutelle. Nous avons passé tout l'été en UHR, on peut dire c'est collectif, vu nous étions présentes tous les jours, pour sortir notre mère, pour lui apporter également une nourriture de qualité.
Donc c'était très compliqué, nous étions surveillés par le personnel. Tous nos faits et gestes étaient notés sur des cahiers. Nous étions des pestiférés, nous étions le caniveau de la société, ce qui est assez difficile à supporter. Et suite à un courrier que nous avions fait à l'ARS, il y a eu quand même un contrôle. Nous allons dire un contrôle fugace. Et en particulier, donc, j'étais très contente parce que les résidents ont eu droit à des fruits, à des yaourts, à un petit peu plus de nourriture, c'est-à-dire beaucoup plus variée et de la viande notamment. En UHR, ça a été fugace. Ça a été une semaine et après ça a été terminé. J'avais également, je me m'étais également émue de la distribution des médicaments, non par une infirmière, mais par un personnel qui pouvait être l'auxiliaire, le stagiaire, donc qui me semblait peu qualifié. Alors, notre mère n'avait pas de médicaments, à part un médicament, enfin quelque chose tout à fait annexe. Mais je m'étais émue des médicaments, des neuroleptiques, des tranquillisants qui étaient distribués par un personnel qui me semblait non compétent pour vérifier la posologie, pour vérifier éventuellement la bonne prise du médicament et si c'est compatible ou pas avec l'état de santé du résident, bien évidemment. On m'a asséné le contraire, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu. Je me suis également étonnée que l'on puisse traîner devant moi une personne âgée, toute frêle, qui ne voulait pas rentrer dans sa chambre, qu'un stagiaire assez corpulent, jeune, puisse la traîner par terre jusqu'à sa chambre. C'est vraiment ce qu'on appelle de la maltraitance. Une fois que la personne est sous tutelle, une fois que vous avez un juge des tutelles qui décide pour vous, vous ne pouvez plus rien faire, vous subissez. Alors bien évidemment, on fait appel du point de vue judiciaire à la mise sous tutelle. Mais il faut savoir que vous avez des attentes à peu près d'1 an. En tout cas à Paris, c'est 1 an. Donc quand vous avez 95 ans, le temps est long, bien évidemment. Et donc nous avions fait toutes les démarches, nous avions pris des avocats évidemment, bien évidemment, mais c'est très peu, on ne peut plus rien faire. Une fois que c'est le juge qui a le dossier en main, on ne peut plus rien faire. Et donc les rapports avec l'équipe, la directrice, tout, enfin ça a été l'horreur, ça a été beaucoup de souffrance, beaucoup. Et il faut savoir que les résidents, qu'ils soient en maison de retraite lambda, j'allais dire, ou bien en UHR, comprennent tout à fait ce qui se passe. Ils sont désespérés et ils vous appellent à l'aide sans arrêt, sans arrêt. Et donc, le fait d'être dans un univers concentrationnaire participe bien évidemment à leur dégradation physique et à leur dégradation mentale, bien évidemment, puisqu'ils vont côtoyer des personnes qui ont des pathologies psychiatriques. Donc, de vivre nuit et jour dans les cris, dans l'agressivité, dans la pathologie, provoque une dégradation physique et mentale de la personne qui est placée en UHR. C'est extrêmement difficile. Donc, un jour, au mois de septembre, pardon, nous avons été rendre visite à notre mère, on ne l'a pas trouvée dans la chambre. Donc on a demandé où était notre mère, personne n'a pu nous répondre.
On l'a cherché toute la journée, on a appelé tous les hôpitaux, on a appelé tous les commissariats, tout. Personne. Et puis en fin d'après-midi, on nous a dit, évidemment la tutrice ne répondait pas, bien évidemment, on nous a dit, elle est dans un hôpital périphérique en psychiatrie. Donc là, le monde s'effondre. Le monde s'effondre. C'est plus qu'une incompréhension, c'est un profond abattement. En psychiatrie, j'ai du mal à comprendre, je ne comprends pas très bien. Ce que fait une femme de 95 ans, plus de 95 ans en psychiatrie, c'est d'une violence inouïe. Et qui l'a envoyée en psychiatrie? Ah ben voilà, on a trouvé, on vous a changé de médecin. Il y a un médecin qui est venu et qui a dit que son état devait être envoyé en psychiatrie. Donc, quelqu'un va dire quand même, ayant pitié de nous, de nos larmes et de notre désespoir, qui est plus qu'un désespoir d'ailleurs, elle est partie le matin, sans avoir pris son petit déjeuner, pieds nus et en chemise de nuit dans une ambulance. Ils l'ont envoyée directement en hôpital psychiatrique. Donc voilà, donc on se retrouve devant le fait accompli. C'est d'une sauvagerie sans nom. Sans nom, ça n'a pas de qualificatif. Donc on s'est rué évidemment dans ce service. Même cause, mêmes effets, puisque ce sont des circuits qui sont très bien huilés, où on envoie des personnes âgées toutes taxées évidemment d'Alzheimer, de troubles du comportement, de errance, de déambulation, c'est ce qu'on entend partout. Les personnes âgées ne peuvent pas marcher, non, elles déambulent partout, parce que c'est un critère médical dans les évaluations de troubles comportementaux, et on vous dit il y a de l'agressivité, enfin on leur trouve tout, quoi. Et donc, ce sont des passerelles entre maisons de retraite, UHR et ces services géronto-psychiatriques. Et donc, vous ne pouvez, évidemment, personne ne vous reçoit. Il faut faire le siège du bureau d'un médecin pour dire il faut m'expliquer ce qu'elle fait là, avec des schizophrènes, par exemple, avec des gens qui hurlent toute la journée. Hommes ou femmes d'ailleurs, jeunes ou âgés. Je ne comprends pas très bien. On vous donne un diagnostic qui ne correspond pas, évidemment, et vous commencez à discuter en disant quels sont vos critères médicaux pour l'affirmer. Donnez-moi vos examens, sur quoi vous basez-vous. Bien évidemment, il n'y a rien. Et donc voilà, on veut se débarrasser de la personne. Ce qui avait été tenté d'ailleurs pendant tout l'été, ils avaient, ça on l'a su bien après, ils avaient appelé différents centres, différents mouroirs pour y placer notre mère, et heureusement, et c'est assez rassurant, je dois dire, que certains médecins aient refusé de l'accueillir en disant non, la famille est contre et nous on ne veut pas travailler comme ça. Donc il faut quand même rendre compte qu'il y a des gens corrects quand même. Et donc là, en psychiatrie, donc très rapidement, elle a été mise sous tranquillisant extrêmement puissant. Et donc je l'ai retrouvée tout à fait grabataire dans son lit immédiatement. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus parler, elle restait alitée toute la journée, elle avait terriblement mal à la tête. Donc j'ai exigé qu'on prenne sa tension. Effectivement, elle avait une hypertension liée aux médicaments. Donc j'ai demandé à voir un dimanche le médecin en disant c'est pas possible, que se passe-t-il? Et donc là dans le couloir devant tout le monde on m'a dit si vous n'êtes pas contente, foutez le camp avec votre mère qui est démente, foutez le camp. Et je lui ai dit mais avec grand plaisir, j'aimerais foutre le camp avec ma mère. C'est avec un grand plaisir que je voudrais la récupérer. Malheureusement il ne vous aura pas échappé qu'elle est sous tutelle. Et donc je pourrais enfreindre la loi si je faisais ça.
Et voilà, et donc les médicaments continuaient tous les jours, donc elle est restée une semaine grabataire comme ça, donc son état s'est dégradé. Donc on est passé d'un médicament contre l'agressivité et contre, on va dire, l'hyperactivité, à un médicament qui traite la dépression. J'avoue que j'ai pas tout compris, je lui ai demandé, mais comment on peut passer de l'un à l'autre, je comprends pas. Donc voilà, et je lui ai dit faites très attention car ce médicament provoque des effets secondaires. Ma mère n'a jamais pris de médicament. Elle a une très grosse ostéoporose. Attention, ce médicament va la faire chuter. Il ne m'a jamais répondu, donc à chaque fois que j'ai voulu lui parler, il me fuyait dans le couloir. Et donc, bien évidemment, quelques jours après la prise de ce médicament, ma mère a chuté. Donc, on m'a appelé un soir en disant le soir, votre mère est en orthopédie dans un hôpital périphérique. Donc, je suis allée la voir. Effectivement, elle avait un bras fracassé. Elle avait des hématomes plein la tête, très perturbée évidemment. Donc, j'ai vu le chirurgien. Donc, il m'a dit je vais la plâtrer. Donc, donc mise sur morphine, donc bref. Et le lendemain, elle a été renvoyée en psychiatrie, immédiatement après, sous morphine, donc dans un état de confusion complète, avec un plâtre qui la prenait complètement le thorax. Donc il a déséquilibré profondément, évidemment, quand vous êtes coude au corps dans un très gros plâtre, ça déséquilibre. Et donc, on ils ont repris immédiatement les mêmes médicaments, on recommence. Et très rapidement, mais le lendemain, j'ai vu qu'elle était grabataire. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se lever, elle ne pouvait plus parler. Elle parlait très faiblement, comme quelqu'un qui est en pré-mortem. Elle ne mangeait pas, évidemment, et elle était laissée dans le lit, comme ça, tout le temps. On venait tous les jours, on essayait de faire quelque chose, mais il n'y avait rien à faire. Donc là, j'ai commencé à dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que vous avez fait d'autres examens? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un traumatisme crânien? Est-ce que vous pouvez m'affirmer qu'il n'y a pas une hémorragie cérébrale? Personne ne m'a reçu. Personne, j'ai eu le droit, si vous continuez, on appelle la police, on n'a rien à vous dire, c'est que la tutrice qui s'en occupe. Votre mère ne dort pas. Vous voyez, quand on la stimule, elle ouvre les yeux, elle somnole. J'ai dit oui, mais elle est somnolente, elle ne mange pas, elle ne parle plus. Quand elle me parle, c'est avec une toute petite voix, ce n'est pas ma mère qui est comme ça. Et il n'y a rien eu à faire. Je n'ai jamais pu obtenir qu'il fasse un scanner, qu'il fasse des examens. Voilà, on a été de nouveau stigmatisés comme les empêcheurs de tourner en rond, comme des gens qui n'y comprenaient strictement rien, qui cherchaient des problèmes partout. C'est très difficile de voir quelqu'un de sa famille, sa mère, se dégrader sous ses yeux, avec une totale impuissance. Vous rentrez chez vous, vous êtes absolument démoli. Vous êtes démoli, culpabilisé, vous pleurez tout ce que vous pouvez. Mais le sentiment majeur, c'est cette très grande impuissance. Évidemment, l'injustice, évidemment, mais c'est se dire, elle va mourir et je ne peux rien faire. Je ne peux strictement rien faire. Et ça rend fou. Ça rend fou de douleur. Ça rend fou de désespoir, je dois dire. Et il y a une très grande souffrance. C'est une très très grande souffrance qui est bien évidemment sous-estimée et qui est taboue par les gens à qui vous en parlez. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, puisque les gens, quand vous en parlez, ne se projettent pas dans la vieillesse et se disent ça ne pourra pas m'arriver. Moi, j'aurai des enfants ou j'aurai quelqu'un qui va pouvoir me protéger. Mais ce qu'ils sous-estiment, c'est la puissance du juge des tutelles.
c'est la puissance des tuteurs. C'est la négation de l'être et de la famille. Donc vous n'êtes plus rien, vous êtes transparent. Vous êtes en tant que personne humaine parfaitement nié. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Et donc c'était inconcevable pour moi de laisser mourir ma mère comme ça. Donc il a fallu que je demande à des médecins parisiens de l'accueillir dans leur service. C'est très difficile, vous savez, de faire ce genre de demande. Vous êtes désigné, vous êtes signalé au procureur, ce qui fait qu'aucune maison de retraite, bien évidemment, ne veut de vous. Bien évidemment, une fois que vous avez le signalement, d'où les refus que l'on avait sans arrêt d'ailleurs, que l'on comprend bien évidemment après. Vous avez des dossiers médicaux qui sont évidemment contre vous et contre la personne, bien évidemment. Vous savez, moi je me suis mise à genoux pour les supplier de prendre notre mère qui était en train de mourir et de leur dire vous me croyez ou vous ne me croyez pas ce que je vous dis, mais forcément, si vous ne la prenez pas, elle mourra. Elle mourra très rapidement parce que elle était pré-mortem. Et je ne pourrai jamais accepter qu'elle meure d'une hémorragie cérébrale par manque de diagnostic et manque de soins. Je pense que j'ai réussi à persuader l'unité de psychiatrie qu'elle en avait marre de nous, ça en avait vraiment marre de nous. La tutrice étant tout à fait injoignable, donc c'est même pas la peine. Et donc j'ai réussi à transférer ma mère en milieu parisien. Et donc là, de nouveau, on retombe sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire que vous retombez sur l'interne ou la chef de clinique qui vous dit « Mais madame, vous vous rendez compte, c'est un Alzheimer sévère ?» Non, c'est pas un Alzheimer. Elle joue au backgammon, elle joue aux cartes, elle lit, elle regarde la télé, c'est pas un Alzheimer. Mais madame, le dossier le dit, ben peut-être, mais vous n'acceptez pas le diagnostic. C'est de l'affectif, vous vous voilez la face. Je vous dis, madame, que c'est une hémorragie cérébrale liée à sa chute qui n'a pas été diagnostiquée. Donc il faut monter au-delà, puisqu'on ne vous croit pas de nouveau, c'est la double peine. Et donc là, vous voyez, vous montez jusqu'au patron, parce qu'à force de faire des pieds et des mains, et vous lui dites, voilà, etc., etc. Fort heureusement, il y a des gens intelligents et humains. Et donc, le scanner est fait le week-end, et évidemment, le diagnostic d'hématome sous-dural bilatéral est fait. Et non seulement il est bilatéral, c'est-à-dire qu'elle avait une hémorragie, un hématome des deux côtés du cerveau, mais il était chronique, c'est-à-dire qu'il ne datait pas de 24 heures. Donc en fait, il datait de sa chute lorsqu'elle s'était brisé le bras. Le diagnostic n'avait pas été fait, donc bien évidemment, pourquoi demander un scanner? On se le demande, ça coûte cher pour un vieux de 95 ans. Vous savez que quand vous trépanez les gens, ils récupèrent très rapidement, une fois que l'hématome est évacué. Donc il a fallu trépaner ma mère. Donc fort heureusement, cet hôpital parisien était de garde de neurochirurgie. Donc nous avons attendu de 8h du matin jusqu'à minuit sur un brancard, dans le froid, puisqu'ils étaient de grande garde et qu'on faisait passer toutes les urgences plus jeunes avant. Je dois dire que ma mère était exemplaire puisqu'elle n'a pas bougé d'iota. À jeun toute la journée, à minuit, elle a été trépanée, sous anesthésie locale et non générale. Dans le crâne, de chaque côté, vous faites un trou et vous mettez des drains pour évacuer l'hématome. Des deux côtés, donc on vous tient la tête enserrée. Et donc, ma mère était trépanée. Le lendemain, elle est redevenue comme elle était avant. C'est-à-dire avec le même sourire, les mêmes joies,
lueur dans les yeux. Et donc, on nous a dit qu'effectivement, c'était probablement pas le diagnostic d'Alzheimer, bien évidemment, et qu'il y avait, comme on dit pudiquement dans les dossiers médicaux, une certaine iatrogénicité, c'est-à-dire la cause des médicaments qui avait créé tout ça. Et effectivement, ma mère avait dans son sang, c'était l'effet secondaire des médicaments qu'il lui avait donnés en psychiatrie, une substance qui était très très basse et qui était à l'origine de la chute. Et donc là, l'équipe parisienne, après qui a récupéré notre mère, a très bien compris qu'il y avait, sans ces médicaments qui lui avaient été donnés, elle n'aurait pas eu tout ça, bien évidemment. Bien évidemment qu'elle n'avait aucune indication à la mise en UHR, c'est marqué noir sur blanc, puisqu'il n'y avait aucun critère. Vous savez qu'il y a des critères qui sont très restrictifs pour entrer dans une UHR. Nous sommes partis dans une autre structure parisienne, puisqu'il était hors de question qu'elle retourne dans cette EHPAD, qui ne la voulait plus d'ailleurs, il ne la voulait plus du tout, ou dans un mouroir périphérique. Et donc nous avons trouvé une autre structure parisienne qui a fait preuve d'une très grande humanité, où il n'y avait évidemment aucun médicament, mais c'était trop tard. En fait, au bout d'une semaine, le saignement a récidivé et donc ma mère est décédée. On ne sort pas indemne de ces épreuves, il faut bien le savoir, on n'en sort pas indemne. Le terme d'amertume est un terme faible, on en ressort détruit. Évidemment, la vie reprend son cours, mais nous sommes des morts vivants après. On est déstabilisé, on se demande dans quelle société nous sommes, on est profondément isolé parce que tant qu'on n'a pas passé ces épreuves, on ne peut pas comprendre les gens qui passent ces épreuves. C'est très compliqué, personne ne veut croire et on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je trouve ça absolument d'une grande cruauté morale en tout cas.